Personne ne sait vraiment ce qu'est l'amour. Si vous posez la question à votre voisine, il y a très peu de chances que vous ayez la même définition que si vous posez la question à votre copain ou à votre copine. Chacun a sa définition, a ses symptômes du sentiment amoureux. Les spécialistes, que ce soit les philosophes ou les psychologues, se sont retournés le cerveau pendant des années pour essayer de définir ce que c'était. On a le fameux Eros, Philia, Agapé, qui est le plus connu pour le définir et pour poser les bases de ce qu'est l'amour, avec Eros, l'amour-passion, Philia, une espèce d'amour amical, et Agapé, un amour inconditionnel très proche de l'altruisme. On a aussi le triangle de l'amour de Robert Sternberg, intimité, engagement, passion. On a Francis Wolff, qui est un philosophe moderne qui conceptualise le sentiment amoureux autour de la passion, de l'amitié et du désir. Mais au-delà de toutes ces définitions, ce qui est certain, c'est que l'amour, il a évolué tout au long des générations, tout au long des siècles. Et d'ailleurs, il y a un livre qui explique très bien comment ce qu'on peut appeler l'amour-passion s'est imposé en Occident et a finalement été le relais d'un amour-raison qui était une institution qui était à la base des mariages plus traditionnels. Ce livre, c'est L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. Et il montre bien comment aujourd'hui, le phénomène d'amour-passion s'est imposé dans nos sociétés occidentales et explique un bon nombre de changements sociétaux, et c'est entre autres à travers ce phénomène qu'on va pouvoir analyser et expliquer le phénomène de polyamour. L'amour-raison, lui, il a expliqué en partie certains mariages jusqu'au 19e siècle, et on peut voir qu'avec les années et les siècles passants, l'institution du mariage n'est plus la même, et finalement cet amour-passion va prendre énormément de place et guider beaucoup plus nos choix amoureux, nos choix d'engagement, beaucoup plus qu'un amour-raison qui lui expliquait et était la conséquence de certains mariages qui étaient parfois arrangés, parfois non, jusqu'au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, on assiste à une société qui met de plus en plus en avant des modèles de couple alternatifs, et notamment l'un d'entre eux, dont on entend de plus en plus parler, qui est le polyamour. Alors le polyamour, il vient s'agréger à un ensemble d'autres termes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la polyandrie, le libertinage, les relations ouvertes, la polygamie, la polygynie, l'anarchisme relationnel. Finalement, tous ces termes, ils renvoient à une idée qui s'oppose à une tendance monogame, mais chacun de ces termes vont avoir leur définition et leurs nuances. Alors dans polyamour, il y a poly et il y a amour. Donc les personnes qui se revendiquent polyamoureuses vont revendiquer plusieurs relations amoureuses avec plusieurs personnes en même temps. C'est généralement des personnes qui se voient polyamoureuses et qui voient le polyamour comme une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans une relation polyamoureuse, mais ils vivent leur relation comme étant presque par nature non monogame. Il y a un aspect très communautaire dans l'idée du polyamour. C'est un milieu qui va avoir ses codes, qui va avoir ses communautés, qui va avoir son vocabulaire. On va par exemple parler de polycule pour parler des différentes personnes avec lesquelles on entretient une relation. Et finalement, c'est en 2006 que le mot polyamour rentre dans le langage commun en apparaissant pour la première fois dans l'Oxford English Dictionary. Et ce qui marque le début de la démocratisation d'un modèle, ou en tout cas de la tentative de démocratisation d'un nouveau modèle de relation. On notera quand même que les relations non monogames, elles concernent une minorité d'hommes et de femmes. Aux États-Unis, on estime qu'il y a entre 4 et 5% de gens qui entretiennent des relations non monogames. Beaucoup parmi vous se posent peut-être la question de savoir quelle est la différence entre la polygamie et le polyamour. Finalement, l'argument principal qui est mis en avant par les polyamoureux est de dire que dans le polyamour, il y a l'idée d'amour, et dans la polygamie, qui est le fait d'avoir aussi plusieurs partenaires en même temps, il n'y a pas forcément la notion et la dimension émotionnelle qu'on peut retrouver dans le polyamour. Et ce que vont vous vendre, entre guillemets, les polyamoureux, c'est que cette philosophie de vie, finalement, elle est là pour mettre en avant la liberté, mettre en avant l'abondance de choix, mettre en avant la découverte, et finalement il y a une idée libertarienne très forte derrière ce concept de polyamour qui va s'opposer au modèle monogame en disant finalement le problème de la monogamie, c'est la jalousie, c'est le fait qu'on veuille s'accaparer quelqu'un, et nous, polyamoureux, sommes dans une espèce de compersion, la compersion comme étant l'inverse de la jalousie, à savoir le fait d'éprouver du plaisir, à savoir que l'autre est heureux et que l'autre s'épanouit, et finalement, nous, polyamoureux, serions des progressistes et des bienfaiteurs, puisque nous ouvrons à une forme de liberté à laquelle se ferment les monogames. À noter qu'il peut y avoir une dimension très politique dans le polyamour, et que si elle concerne une petite partie de la population, comme on l'a dit, elle concerne aussi majoritairement les communautés queer. Les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est quels peuvent être les intérêts des hommes
dans ce type de relation et quels peuvent être les intérêts des femmes dans des relations polyamoureuses. Comme on l'a dit, certains arguments en faveur du polyamour sont de dénoncer la jalousie et de pointer du doigt cette émotion comme étant quelque chose de négatif. Nous, polyamoureux, sommes d'une certaine manière altruistes, et que finalement ce travail de tendre vers le polyamour, ça revient à déconstruire un certain nombre d'insécurités, parce que la jalousie serait symptomatique de certaines insécurités, et que donc la compersion c'est bien et la jalousie c'est mal. La jalousie c'est un comportement adaptatif qui a permis, si on raisonne d'un point de vue évolutionniste, à l'espèce de survivre, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on l'exprime toujours autant d'une certaine manière, puisqu'il est ancré en nous, et c'est ancré en nous avec les siècles. Mais la jalousie c'est aussi aujourd'hui, quand elle est maîtrisée, une émotion qui peut être perçue comme un signal d'attachement dans une relation. Si la jalousie, quand elle est maîtrisée, peut être même parfois vecteur de motivation et d'amélioration, peut être aussi un signe d'attachement dans une relation quand elle est modérée, quand elle est canalisée. Mais la réalité, c'est que ces personnes qui vivent des relations polyamoureuses se disent compersives et sont pour la plupart compersives, qu'elles aient fait ou non un travail sur elles, mais la compersion, elle a ses limites au moment de la rupture. C'est-à-dire qu'une personne, qu'elle soit polyamoureuse ou non, va exprimer de la jalousie, va exprimer de la tristesse, va exprimer de la souffrance, qu'elle soit ou non dans une relation polyamoureuse. Donc finalement, cette compersion, elle a ses limites, et elle n'est valable que quand tout va bien dans la relation, mais la souffrance est la même pour un individu quel qu'il soit, polyamoureux ou non. Autre chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des relations monogames, quand il y a une embûche dans un couple, il y a plusieurs solutions pour en sortir. Soit on s'en accommode, s'il y a une divergence dans le couple, soit on s'en accommode, soit on trouve une solution, un compromis, ou soit quand c'est pas possible, on quitte la relation et on part. Et là finalement, cette philosophie polyamoureuse, elle nous offre une quatrième voie, qui est d'aller chercher un nouveau polycule qui va lui répondre à un besoin qui n'est pas comblé dans une de mes relations ou dans ma relation principale. Et donc on n'est plus tourné vers le couple pour trouver une solution, mais on va aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va pouvoir combler un manque qui lui n'est pas comblé par ma relation principale. On est là non plus tourné vers le couple, mais vers son intérêt personnel qui va trouver une solution à l'extérieur. Une autre aussi, entre guillemets, dérive qu'on peut constater dans le polyamour, c'est le fait de percevoir la relation polyamoureuse, la relation non monogame, comme un échappatoire à la relation monogame, quand celui qui a vécu plusieurs échecs, plusieurs séparations, et est enfermé dans des schémas récurrents d'échecs amoureux, va chercher une solution, et va chercher cette solution en se disant finalement le problème vient peut-être de mon modèle de vie, et pour ne plus souffrir en amour, peut-être que ce qu'il faut, c'est ne pas m'attacher seulement à une seule personne et aller explorer d'autres modèles et multiplier d'une certaine manière les relations de façon à, si jamais l'une se casse, ne plus souffrir. Et ça, c'est évidemment une fausse croyance, puisque comme on l'a dit, la compersion, elle a ses limites, et la limite, c'est la rupture amoureuse qui est une souffrance pour tout le monde, qu'elle soit avec un partenaire en monogamie ou avec plusieurs partenaires. Et de la même manière que penser que la relation polyamoureuse, ça va être l'absence de contraintes, la plupart d'entre nous savons que la relation monogame, elle a évidemment son lot de contraintes. Là, on va multiplier les contraintes, que ce soit des contraintes logistiques, des contraintes de communication avec l'autre, ou en l'occurrence avec les autres. Et donc de toute évidence, le mode de vie polyamoureux comme une réponse à des échecs amoureux dans des relations non monogames n'est pas viable. On se retrouve avec des gens qui vont tendre vers des relations polyamoureuses avec la volonté de répondre à des dysfonctionnements dans leur relation, c'est-à-dire un tel ne me donne pas ce que je veux, ça n'est pas grave, je l'accepte comme il est, ne cherchons pas à changer, mais par contre je vais aller chercher un nouveau polycule qui lui va m'amener et va me combler dans ce que l'autre ne m'apporte pas. Ma femme ou mon mari est excellent, c'est un père au foyer exceptionnel, mais par contre, sexuellement, ça n'est pas ce que j'attends, mais ça n'est pas grave, parce que finalement, le polyamour me permet d'aller combler ce que je n'ai pas avec mon mari, dans une autre relation, un nouveau polycule à mon modèle de relation et à ma relation. Et on se retrouve comme ça finalement avec la possibilité fantasmée de pouvoir remplir tous ses besoins individuels, avec finalement une case à remplir, un besoin, un polycule, pour chaque attente que je vais avoir d'un point de vue individuel. Avec en réalité plus de conditions, plus de contraintes,
et le fait de devoir aussi gérer des emplois du temps différents parce que notre temps est limité. On peut aussi parler, que ce soit à l'échelle de nos relations ou de la société, du risque sanitaire que ça peut engendrer. Alors la plupart du temps, effectivement, ces relations sont encadrées, mais même le port du préservatif n'empêche pas certaines contaminations. De manière générale, on sait très bien que l'immense majorité des gens, pour du sexe oral, ne se protègent pas. Et même en partant du principe que tout est encadré, il existe aussi toujours des risques de transmission, notamment du papillomavirus, qui peut se contracter malgré le port du préservatif. Le polyamour, c'est aussi, pour un certain nombre d'hommes, la possibilité de servir un certain nombre d'intérêts qui parfois sont cachés. Pour une partie des hommes, une minorité des hommes qui ont accès à beaucoup de partenaires, il va être un moyen de pouvoir multiplier les relations, tout en se servant du polyamour comme un prétexte de non-engagement, avec derrière la possibilité de pouvoir multiplier, de pouvoir cumuler plusieurs partenaires et plusieurs relations. Mais le polyamour, c'est aussi la possibilité pour un certain nombre d'hommes, qu'on appelle candolistes, de laisser libre cours à leurs fantasmes avec une couche de signalement de vertu, en disant finalement je suis libre, je ne suis pas jaloux et je laisse ma femme libre de ses choix, libre de son corps, et ça n'est pas à moi de lui dicter ce qu'elle a envie de faire, et finalement si elle est heureuse avec d'autres hommes, je m'en réjouis parce que je suis un homme ouvert d'esprit. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans, avec une femme que j'aime, et qui m'aime aussi, j'espère. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Et là, ça va être la possibilité de réaliser certains de ces fantasmes, ou en tout cas d'adopter une vision de la sexualité qui est excitante pour ces hommes-là, en se servant du polyamour, pour faire passer un message de signalement de vertu, je suis progressiste, et finalement, moi à l'inverse des hommes qui sont jaloux et possessifs, je suis ouvert et je laisse ma femme vivre sa sexualité pleinement comme elle le veut. Mais en réalité, si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, le polyamour il va tendre à concerner deux grandes typologies d'hommes, à savoir une minorité d'hommes qui eux vont avoir accès aux femmes et peuvent se servir du polyamour pour faire finalement avaler le fait qu'ils vont plafonner leur investissement dans cette relation parce qu'ils ont et auront d'autres relations et qu'ils choisiront de ne pas s'engager, mais aussi pour une autre partie de la population masculine, une partie des hommes qui sont les grands perdants de l'amour, qui ne réussissent pas ou difficilement à faire des rencontres classiques, et qui d'une certaine manière vont peut-être abdiquer et certaines fois accepter des relations polyamoureuses à cause de la non-possibilité pour eux d'avoir accès à une partenaire qui soit stable et monogame. Les intérêts féminins, il y en a aussi plusieurs. Il y a une étude qui a été faite sur une tribu d'indigènes d'Amazonie, dont une partie de la population entretenait des relations polygynes, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes. Et on a étudié la polygynie, donc c'est-à-dire les avantages que pouvaient avoir ces femmes à fréquenter un seul et même homme. Et on a observé que ça leur a permis de maximiser certaines ressources, d'avoir accès à certains hommes auxquels elles n'avaient pas accès ou auxquels elles ne pourraient pas avoir accès dans un mode de vie qui serait non monogame. Et ça, bien sûr, c'est valable et ça se constate à travers l'idée de ressources dans certaines tribus d'Amazonie, mais on retrouve le même principe avec finalement, dans une société plus moderne et contemporaine, de certaines femmes pour qui il est plus intéressant parfois d'accepter et de concéder à la relation ouverte, plutôt que de se satisfaire d'un partenaire qui ne leur convient pas. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que les relations polyamoureuses, elles ne concernent qu'une ultra minorité de personnes aujourd'hui en Occident. On va voir comment les années, les dizaines d'années, les centaines d'années à venir, enfin on le verra pas, mais on peut se poser la question de comment est-ce que ça va évoluer, est-ce que c'est un modèle qui va ou non se démocratiser. C'est un modèle qui, encore aujourd'hui, est évidemment marginal. Il est quelque part finalement le reflet d'une société libérale et libertaire basée sur l'amour-passion qui finalement transpose les relations amoureuses à un modèle économique qui lui est très libre et très libéral. Et on peut noter aussi que le risque de le normaliser, de vouloir absolument chercher à le normaliser, c'est stigmatiser une minorité de personnes pour qui ce genre de relation convient
Et ça, effectivement, ça peut être le cas. Ce modèle de relation, il peut convenir très bien à certaines personnes, mais peut aussi servir à d'autres de prétexte pour faire passer leurs intérêts personnels cachés. Et finalement, pour l'avenir, il y a deux camps. Est-ce que c'est un modèle qui va se démocratiser et renforcer les inégalités entre les gens, puisqu'une minorité d'hommes va avoir accès à une majorité de femmes, et ce qui va donc a fortiori renforcer les inégalités d'accès au sexe et au couple? Ou est-ce que justement, à l'inverse, en réaction avec ce modèle qui présentait comme une solution à certaines difficultés contemporaines, les gens vont retourner de plus en plus vers une forme de monogamie, de stabilité et de couple traditionnel? Je vous laisse me donner votre avis.